donnait un peu la perception qu'on franchissait un pays, finalement, quand on se rendait au Château Montebello. La qualité de gens qui s'en viennent ici, qu'ils soient anglophones ou francophones, c'est le même genre de monde pour moi. Nous n'étions pas divisés par la rivière, mais unis par les ponts. Nous, les vieux, on va disparaître. Il faut avoir la relève. À la frontière d'Ottawa-Carleton, adjacente à la ville de Gloucester et comprenant une partie d'Orléans, on retrouve la région de Cumberland. Cette partie de territoire située le long de la route 17 comprend à la fois un aspect immobilier tout en conservant un cachet campagnard. Au cours de ce documentaire, vous aurez l'occasion de faire connaissance, entre autres, avec Daniel Champagne, qui a la responsabilité du développement économique. Dans un deuxième temps, le maire Brian Coburn, qui jouit d'un hôtel de ville magnifique, vous fera découvrir sa vision actuelle ainsi que ce que nous réserve l'avenir de cette municipalité. Mais avant d'aborder la question du futur, relatons le passé avec l'historien Robert Serré. La raison que je suis membre de la Société, c'est que justement, moi, je m'intéresse à l'histoire des pionniers du canton. Pas les grands-parents, mais les premiers qui sont arrivés dans le canton, puis ça remonte très loin, parce que dès les années 1790, il y avait des gens, par exemple, du côté de Buckingham. Puis en 1801, il y a une famille, la famille Dunning, qui a acheté ou qui a obtenu un terrain du côté de l'Ontario. À l'époque, c'était le Haut-Canada. Puis c'était déjà dans le canton de Cumberland, parce que le canton a été, si je ne me trompe pas, le canton a été constitué canton en 1799. Alors, quand la famille Dunning a acheté ou obtenu son terrain en 1801, c'était les premiers, il y avait déjà le canton de Cumberland, mais je dois vous avouer qu'il n'y avait rien. Des arbres, quelques petits sentiers tracés par des Indiens, puis on arrivait par voie d'eau, par la rivière des Outaouais, puis c'était une forêt très dense, puis le terrain très accidenté. Alors, ça a dû être épouvantable pour les premiers qui se sont établis. Quand vous dites les premiers qui se sont établis, on suppose que c'était le long de la rivière, puis... Oui. Les Dunning ont acheté 2 rangées de terrain le long de la rivière, puis les Dunning, selon la tradition, se sont découragés parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'aide du gouvernement. Alors, il y a eu une espèce de calme où il n'y avait presque rien. Puis en 1807, un nommé Amable Faubert est arrivé. Son père était déjà établi du côté de Buckingham. Puis Amable Faubert a acheté un terrain de la famille Dunning. Un petit terrain de la famille Dunning, puis a établi un poste de traite de fourrure en plein sur la rivière. Parce que ce qui l'intéressait, lui, c'était la traite avec les Indiens. Les gens qui se sont établis à l'intérieur, c'est les gens qui sont arrivés pour cultiver le sol. Des Irlandais, des Écossais, mais ça, c'est venu quelques années après Amable Faubert. Puis ces gens-là ont dû se retrancher dans les arrière-terres parce que tout était découpé en petits terrains, puis c'était pas nécessairement sur le long de la rivière qu'on pouvait s'établir. Il fallait prendre des terrains disponibles, puis des fois, on se retrouvait à 3 km à l'intérieur, puis c'était vraiment pas facile d'accès. La vie était tellement difficile à l'époque que ça a pris du temps avant qu'on commence à faire des distinctions entre groupes religieux, par exemple les presbytériens, les méthodistes, etc., parce que la vie était très dure. Et puis ça a pris peut-être 15-20 ans avant que même des visiteurs, des ministres protestants commencent à visiter la région pour prêcher, parce que les églises ont pris beaucoup de temps à s'établir. Quand il y a peu de gens, les missionnaires visitent rarement. Les missionnaires catholiques ont visité à partir d'Oka, puis ensuite à partir de Montebello. Régulièrement, chaque année, un missionnaire catholique venait du côté du Bas-Canada, puis traversait au niveau de Cumberland pour visiter les quelques colons canadiens-français. Puis il y a des ministres méthodistes et baptistes qui faisaient la même chose du côté du Haut-Canada, qui partaient par exemple de Clarence ou qui arrivaient d'un peu plus haut, l'Orignal, pour visiter les colons de leur dénomination, que ce soit méthodiste ou baptiste. Ensuite, les presbytériens ont établi une église. Si je ne me trompe pas, c'est les presbytériens qui ont établi la première église à Cumberland. Je n'ai pas la date, mais l'Église d'Écosse, les presbytériens. Les anglicans se sont établis au fond du canton à Bear Brook. Ça, c'est intéressant parce que les premiers contacts des anglicans étaient à Bear Brook et non sur la rivière des Outaouais. En parlant des missionnaires, il y en a un qui était... Vraiment, les missionnaires, c'était des hommes
très robuste, parce que la vie d'un missionnaire à l'époque, c'était de se déplacer en raquette, en canot, dans la forêt, c'était très difficile. Puis vous vous imaginez arriver dans un coin du canton, puis tous les gens sont avertis, puis ils vous attendent pour les confessions, etc., avant que le prêtre puisse prendre un peu de repos, puis tout ça. C'était une vie très dure. Alors, je voulais mentionner un des missionnaires catholiques qui s'appelait l'abbé Ruppe, R-O-U-P-E, qui venait d'Oka, et puis qui faisait le trajet une fois par année. L'été, c'était un peu plus long, parce qu'en hiver, ça allait beaucoup mieux en raquette. Il y avait un niveau, la neige créait une belle surface pour se déplacer, tandis qu'en été, il y avait seulement la rivière, puis dans la forêt, on se déplaçait très mal. Alors, imaginez-vous que la mission d'hiver était plus courte que la mission de l'été. Ça, c'est intéressant. Vous avez parlé aussi de l'abbé M. Ruppe. C'était un francophone, mais je suppose qu'il y a eu toute une évolution avec les francophones depuis Cumberland, depuis les premiers francophones qu'il y a eu, jusqu'à la Confédération et même jusqu'à nos jours. Comment ça s'est passé, cette transformation-là? Est-ce que les Canadiens français ont eu la vie plutôt facile? Non, c'est presque le contraire. Amable Foubert est arrivé, comme je vous ai dit, en 1807, a établi son poste de traite de fourrure, mais dans les premiers temps du canton, il faut avouer que les francophones n'étaient pas tellement bienvenus. Les familles écossaises, irlandaises, etc., s'étaient accaparées les meilleures terres sur le bord de l'eau. Puis ce qui est arrivé, c'est que plusieurs francophones, Canadiens français arrivés du Québec, ont pris des terres à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a à peu près à 5 km à l'intérieur, il y a un endroit qui s'appelle French Hill. Puis c'est justement, autant que je sache, c'est parce que beaucoup des premiers colons se sont établis à l'intérieur des terres, puis ça a formé ce qu'on appelle French Hill. Les meilleures terres avaient été prises par la famille Dunning sur le bord de l'eau. Puis ensuite, tout le canton s'est développé, puis des francophones sont arrivés par le sud, par l'est, pas seulement par la rivière, parce qu'il y avait aussi Bear Brook, il y avait des cours d'eau à l'intérieur du canton. Alors, au début, je ne dirais pas que c'était la moitié-moitié anglophone-francophone, mais il y avait plusieurs francophones, sauf qu'ils sont dispersés puis on ne les voit pas tellement, parce qu'il y avait aussi la réalité des classes sociales à l'époque. Les Indiens, les descendants des Algonquins, avaient un statut social assez médiocre, assez faible. Ensuite, les Canadiens français. Ensuite, certains groupes, par exemple, les Dunning avaient une très bonne réputation. C'était des gens qui étaient à l'aise, qui ont développé le commerce beaucoup, etc. Alors, l'aisance créait une espèce de diversité entre les classes. Moi, j'ai trouvé dans une histoire de Clarence qu'il y avait un francophone établi dans le bout de Clarence avant même tout ce dont je viens de parler. Dans les années 1793-95, il y avait un francophone, puis on appelait ça Fox Point, près de Clarence. Il y avait des francophones du côté de Buckingham, puis Amable Foubert qui arrive en 1807 à Cumberland. J'ai un monsieur Morin. Dans les documents, j'ai trouvé Morin, M-O-R-A-N, mais Morin, c'est la même famille. Ça, c'est quelqu'un qui arrivait de Rigaud, par voie de Lochaber et de Buckingham. Quand on a parlé de bâtir une chapelle près de French Hill, c'est un nommé Robitaille qui a fourni un terrain pour la construction de l'église. Bien, ça, c'est un autre francophone. Ça, c'est dans les registres, c'est dans les documents historiques du canton. On voit ces noms francophones apparaître un peu partout, dès le début. L'abbé Ruppe qui visitait, c'est un Français de France, mais c'est un missionnaire qui venait dans le canton de Cumberland, un autre francophone. Moi, je me souviens de monsieur, c'était John Watson quand j'étais jeune, un vrai mécanicien, avait toujours l'air sale, pardonnez-moi l'expression, mais quelqu'un qui travaille dans un garage a toujours les mains pleines de graisse, etc. Mais il y avait de la machinerie, puis n'importe qui avait besoin d'un travail qui exigeait assez de force, c'est M. Watson qui manœuvrait les choses. Déplacer des chalets, je l'ai vu déplacer des chalets qui étaient menacés par l'inondation, par exemple. Les inondations du printemps étaient souvent graves. M. Watson arrivait calmement, puis faisait les choses qu'il fallait faire. C'était un établissement du village qui allait de soi. Tout le monde savait que M. Watson était là pour dépanner les gens. Ouais. Il vendait aussi de l'essence pour les voitures, comme de raison. Mais une autre chose, c'est que M. Watson
appartenait à une famille qui avait un hôtel de l'autre côté de la rue. Ça, c'est à l'angle de la rue Queen aujourd'hui et du chemin Dunning. Il y a eu un hôtel. Il faut dire que quand Cumberland avait son importance dans les années 1880-90, il y avait plusieurs hôtels et encore plus de tavernes qui causaient parfois des problèmes parce que la boisson au 19e siècle a semé des ravages qu'on ne devine pas aujourd'hui, mais c'est pas pour rien qu'on a exigé une période de prohibition au début du 20e siècle. C'est que les ravages avaient été assez sérieux au 19e siècle. Les femmes ont commencé vraiment à s'opposer aux orgies créées par la boisson. Cumberland a une superficie de 125 000 carrés. C'est une région assez grande qui s'étend, pour vous donner une idée, du centre commercial Place d'Orléans jusqu'au ranch Double D Play de Rockland et de la rivière des Outaouais au nord jusqu'à l'autoroute 417 près de Vars et même de l'autre côté de la 417 au sud-ouest par le canton de Russell, d'Osgood et par la municipalité de Gloucester. Nous sommes la municipalité la plus à l'est de la région et probablement la troisième en superficie. Mais ce qui fait l'attrait de Cumberland, c'est que d'une population de 50 000 citoyens, 38 000, environ 35 000 vivent dans une région de 3 000 carrés au nord-ouest, soit dans les communautés de Fallingbrook et de Queenswood Heights. Donc, il y a 120 000 carrés de campagne et c'est la beauté de Cumberland. Vous pouvez vivre en ville tout en étant à quelques minutes du calme de la campagne. À Cumberland, nous autres, on est pas mal choyés. On a beaucoup d'espace, nous autres, à développer. Oui, on a un dilemme, c'est qu'on a un manque d'espace en ce moment qui est déjà construit, disons, pour être capable de louer. Fait que souvent, on perd des opportunités à cause qu'il nous manque un inventaire d'édifices. Nous autres, dans l'édifice ici, proprement dit, on a un genre d'incubateur, disons, pour des gens qui se sont mis en affaires. Il y en a que ça fait au-delà de 5 ans qui sont avec nous, mais ça leur donne une opportunité de s'épanouir et puis de faire une expansion avec leur compagnie. Fait que aussi, je gère un genre d'incubateur, disons. Ce qui m'épate chez nos citoyens, nos résidents, c'est leur participation et leur engagement à la qualité de vie de notre communauté. Ils jouent un rôle très important dans son développement. Ça n'a pas toujours été facile pour le Conseil au fil des ans de ne pas toujours adopter le premier projet à nous être présenté. Nous avons, par exemple, maintenu notre position à ce qui a trait au boulevard Saint-Joseph. Nous n'avons pas permis de développement donnant directement sur le boulevard et nous consultons régulièrement nos commettants. Ils ne se présentent pas souvent aux réunions publiques, mais nos conseillers et nos fonctionnaires travaillent tous les jours avec la communauté. Et nous recevons leurs commentaires et nous sommes très sensibles à leurs besoins et leurs attentes. Et je crois que c'est un éloge aux citoyens de Cumberland. Ils ont contribué de façon importante à l'évolution de leur communauté. Un aspect que l'économie, disons, vise, c'est toujours la technologie de haute pointe. Évidemment, nous, on a un challenge à cet effet-là. Et puis, tout récemment, on vient d'ouvrir un nouveau parc. Pas vraiment industriel, mais plutôt un parc genre campus qui vise à attirer des compagnies qui veulent implanter, disons, leur recherche et développement. Les gens aussi dans le communément appelé back-office, qu'on appelle. Et puis, le nouveau parc se nomme le parc de campus de la rivière des Outaouais. En plus de ça, c'est la seule parcelle de terrain qui existe dans la région d'Ottawa-Carleton avec disons, une vue et puis un accès incroyable. Fait qu'on espère d'ici les prochains 2 ans être capable d'attirer une compagnie, puis aussi une
compagnie cible assez grande, en fait, d'envergure, pour être capable de s'implanter vraiment dans le domaine industriel, pas industriel, mais commercial, côté office. En tant que citoyen, vous choisissez où vous voulez vivre. Lorsque nous en faisons la commercialisation, nous avons par exemple engagé J.J. Barneke pour faire la commercialisation de notre région riveraine. En fait, les terrains ne s'étendent pas jusqu'aux berges, mais à la route de service nord. Les terrains de conservation sont de l'autre côté et vont jusqu'à la rivière Outaouais. Ils ne seront jamais développés. Mais lorsque nous avons engagé J.J. Barneke pour en faire la commercialisation, nous avons découvert qu'on se trouve à quelques pas d'une rivière magnifique, aux nombreuses caractéristiques, et de l'île Petrie, qui deviendra un parc environnemental. Une bonne partie sera laissée telle qu'elle, une possibilité de construire une marina et de relier Cumberland au Québec. On a plusieurs buts qui sont assez gros comme tels. Un des buts là, qui est très important, que d'ailleurs le maire Coburn, ça fait plusieurs années qu'il vise à être capable de combler, disons, c'est notre fameux chemin qui va rattacher l'A17, ou qui est nommé maintenant le chemin régional 174, à la 417 au sud de notre municipalité. Qu'est-ce qui arrive, c'est que depuis des années, on a toujours remarqué que les gens, lorsqu'ils étaient sur la 417, ne revenaient pas sur leurs pas, disons, pour venir visiter, voyons, la communauté d'Orléans. Étant donné ça, le maire a établi une voie de chemin qui va rattacher les deux chemins, qui va évidemment couper le montant de voyage, puis attirer les gens à venir visiter Orléans ou s'implanter d'ailleurs à Orléans. Puis avec ce chemin-là, nous anticipons assez de bénéfices directs avec l'implantation de ce chemin. Secondement, nous avons aussi un projet qui, on veut rattacher le côté de l'Outaouais à notre côté, c'est le fameux pont. Et puis ce pont, c'est très important d'après nous, surtout pour les deux côtés. Évidemment, on aurait accès à l'aéroport de Gatineau, qui est très important, surtout dans le voyagement d'inventaire, de produits pour les compagnies, ou le voyagement de les gens aussi. Notre côté, oui, on aurait des bénéfices qui vont être directement liés à l'établissement du pont. Étant donné nos confrères aussi, sur le côté de l'Outaouais, eux aussi vont être capables d'avoir un meilleur réseau de chemin pour eux aussi. Ils vont avoir un meilleur accès, d'être capables d'attirer des compagnies de leur côté aussi. Ce qui va faire une région de la capitale nationale encore plus forte. Pourquoi un pont? Si l'on examine la région de la capitale nationale, il est impossible de regarder la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et de dire, bon, ici c'est eux, et ici c'est nous. Il y aura des liens. Mieux vaut les protéger aujourd'hui, et je crois que dans l'Est, il y a une occasion de former des partenariats avec le secteur privé. Ce sera un pont à péage, sans aucun doute. Les usagers devront aider à en défrayer les coûts. Et je n'y vois aucun problème. L'usager doit payer. Mais une fois ce lien établi, on règle le problème des transports des biens et marchandises au centre-ville de la capitale nationale, tout près de la colline du Parlement. Les statistiques démontrent, et je peux me tromper d'une centaine non plus, que les déplacements commerciaux entre Gatineau et l'est de l'Outaouais québécois vers Ottawa-Carleton sont au nombre de 1400 par jour, 1600 en sens inverse. C'est un nombre incroyable de véhicules commerciaux, y compris des matières dangereuses. Nous avons été chanceux à date, mais l'un de ces jours, il y aura un déversement de matières toxiques et nous devrons réagir à la situation. Mais j'aimerais plutôt agir maintenant, et je crois que nous devrions le faire, et il y a une volonté d'agir en ce sens. L'aéroport de Gatineau est un élément clé de l'infrastructure de la capitale nationale. Il y a l'aéroport international d'Ottawa, l'aéroport de Carp, récemment acheté par la MROC, et j'appuie cette décision car c'est très important là-bas. Avec les entreprises de haute technologie, on parle de mégadollars à la minute et on ne peut pas se permettre de les faire arriver à Uplands pour les faire voyager jusqu'à Kanata et leur faire perdre 1 heure en voiture.
qu'ils prennent leurs avions privés, fassent leurs affaires avec les Mitel, les Newbridge et repartent aussi rapidement. On pourrait faire de même ici, et c'est crucial. L'aéroport de Gatineau est sous-utilisé, et en créant ce lien, nous le rendrons plus rentable pour tout le monde. Les gens me disent, « Monsieur Coburn, pourquoi un pont vers le Québec? Ils vont assécher votre économie locale? » Mais je ne crois pas. Ils auront leur part, et nous la nôtre, car c'est une question de choix. Encore une fois, vous déciderez du type d'environnement et de la qualité de vie que vous désirez, et elles seront différentes. Mais la constante de l'équation, c'est l'aéroport. Les arrivées, les départs, les arrivées de marchandises, les départs de marchandises, et c'est constant. Pour savoir, pour les gens, là, nous sommes à peine 15 minutes de la colline parlementaire. Donc, en fait de distance, c'est vraiment pas un issue, là. Cependant, avec, voyons, le Greenbelt qui sépare le secteur urbain central de la communauté d'Ottawa avec les banlieues qui enveloppent, disons, Orléans ou Cumberland, Kanata, etc. C'est paru comme c'est un peu plus loin. Cependant, si on se compare à des villes comme Montréal ou Toronto, nous autres, on est à peine... vous voyez, c'est 15 minutes, même en voiture, ou même 25 minutes lors de du trafic de pointe. C'est pas tellement un challenge pour les gens quand on se compare. La ville est assez unique en tant que, dans la région d'Ottawa-Carleton, nous sommes une municipalité qui est bilingue. D'ailleurs, Cumberland fait partie aussi d'Orléans. Orléans, c'est une communauté et non anciennement, ça avait été un village. Cependant, c'est une communauté qui enveloppe deux municipalités, étant Gloucester et puis Cumberland. Nous, on prend la moitié et puis Gloucester, l'autre moitié. Ce qui nous fait, disons, un peu différent de la norme, disons, c'est qu'on est vraiment là une communauté bilingue. Maintenant, j'ai des statistiques ici, je vais juste te lancer ça, qui est intéressant. La langue maternelle, disons, à Cumberland, on a 32,2 de francophones dans notre municipalité. Mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant? C'est que si on regarde, disons, la connaissance de nos langues officielles au Canada, qui est le français et l'anglais, on a 53 de les gens dans notre municipalité. Ce qui nous dit que plusieurs de nos anglophones parlent le français. Fait qu'ils ont choisi une municipalité ou une communauté plutôt qui a une ambiance assez intéressante. Puis on a beaucoup de fun ici à Cumberland. La réforme municipale, et je l'ai dit plus tôt, il faut mettre fin à ce débat. Et les maires se sont entendus sur une date d'échéance du 12 novembre 1998. M. Guzzo, le député provincial de Rideau, a présenté un projet de loi qui nommera un commissaire pour trancher si une entente n'est pas conclue entre les maires de la région. Il y a plusieurs modèles proposés. Et au fil des ans, il y a eu beaucoup de recherches sur ce qui est fonctionnel et ce qui l'est moins. Lorsque les maires nous ont présenté le modèle du GO, du Grand Ottawa, on nous a accusés évidemment de vouloir protéger nos emplois de maires. Mais l'une des erreurs de ce modèle, c'est d'avoir suggéré 11 municipalités, alors qu'on aurait dû réduire ce nombre à 3 ou 4. C'est critique. Je vous dirais, si on veut une municipalité unique, réduisons le nombre de conseillers à 10 plus un maire. On m'a dit, « Monsieur Coburn, c'est impossible. Il faut au moins 26 ou 25 conseillers. » Le modèle de M. Chiarelli est de 26 et M. Watson de la Ville d'Ottawa, 20 ou 25. Mais je vous proposerais 10 conseillers. De cette façon, le représentant que vous élisez a une vue beaucoup plus globale des enjeux, des problèmes et des conditions dans cette région. Et lorsque vous et moi parlerons en tant que conseillers, on comprendra beaucoup mieux les problèmes des autres, car on en aura de semblables. C'est beaucoup plus équitable de cette façon. Je crois que les citoyens, de ce qu'on m'a dit, veulent pouvoir appeler. Ils peuvent me rejoindre au téléphone à peu près n'importe quand.
M. Watson, à la Ville d'Ottawa, lui, vit une situation bien différente. La ville est beaucoup plus grande, il n'a donc pas le temps de parler à tous ses commettants, car il traite beaucoup de dossiers à la fois. Est-ce assez important? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un autre projet qui est en train de se faire construire avec une envergure de 56 000 pieds carrés. Le projet, c'est un entrepôt pour les gens, ou un entrepôt de storage, disons, pour les gens qui peuvent mettre leur bagages lorsqu'ils déménagent, ou pour spécifiquement encore, là, les gens qui sont en affaires à la maison, qui ont un manque de storage dans leur édifice, et puis ils peuvent aller à ce moment-là le mettre à cet entrepôt aussi. Fait que ça va aider aussi, ça donne encore un autre mix, disons, à la salade qui va faire notre communauté. Avant que le barrage de Carillon soit construit, dans les années 60, le niveau de l'eau l'été descendait très bas. Puis les sécheresses du mois de juillet, on pouvait se promener presque pas vers le milieu, mais très loin, le long de la rivière, vers le milieu. Puis je faisais justement ça un bon jour de juillet. Je me promenais le long du rivage. Je cherchais des clous, des bouts de chaîne, des choses qui étaient restées de l'époque des anciens, puis tout ça. J'avais une bonne imagination. Puis j'observe un objet métallique enfoui dans la boue, tout sale, verdâtre à cause de la corrosion. Je le prends, je ne pouvais rien lire. Je le pose dans ma poche, puis j'attends de revenir à Ottawa pour voir de quoi il s'agissait. J'ai commencé à frotter ça à Ottawa. C'était un sou de 1837, du Bas-Canada. Mon imagination s'est envolée, puis ça, c'est des aventures comme ça, quand on est jeune, ça ne s'oublie pas. Comme vous avez pu le constater, la municipalité de Cumberland devrait continuer de connaître un essor démographique et économique de façon constante. Le visage de cette municipalité a beaucoup évolué depuis ses débuts. D'année en année, le changement est donc au rendez-vous. C'est donc dire que demain, on ne verra peut-être plus cette région sous un même œil. Grâce à la détermination de sa communauté, Cumberland bénéficie d'un héritage inestimable et irremplaçable, son musée-village.